Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Au Japon, la justice a inculpé 2 Américains qui ont aidé Carlos Ghosn à s'évader de Tokyo. L'ancien patron de Renault-Nissan avait quitté le Japon pour le Liban sans le moindre soupçon des autorités nippones. Au Congo-Brazzaville, le dépouillement des bulletins de vote a démarré après le scrutin de ce dimanche. L'Internet reste coupé dans le pays. L'élection présidentielle oppose 7 candidats dont le vétéran Denis Sassou Nguesso. Et puis la Chine aux côtés du Niger pour lutter contre le coronavirus. 400 000 doses de vaccins Sinopharm et des consommables ont été offerts à Niamey. Annonce faite par le ministère nigérien de la Santé. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Japon, des procureurs ont inculpé ce lundi 2 Américains. Ils sont accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à s'enfuir du Japon vers le Liban, son pays d'origine, dans des conditions rocambolesques. C'était en décembre 2019, et ce alors qu'il était accusé de malversation financière. Les détails. L'unité spéciale d'investigation du bureau des procureurs de Tokyo a demandé au tribunal de première instance de Tokyo qu'un procès ait lieu pour Michael Taylor et son fils. L'ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée et son fils sont accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à s'enfuir du Japon vers le Liban en 2019. Michael Taylor et son fils Peter avaient été extradés des États-Unis début mars après avoir épuisé tous les recours possibles. Ils avaient été conduits au centre de détention de Kosuge à Tokyo, là où avait été détenu Ghosn pendant 130 jours entre novembre 2018 et avril 2019. Les Taylor avaient été arrêtés en mai 2020 par la justice américaine en vertu d'un mandat d'arrêt japonais. Ils étaient ensuite restés détenus aux États-Unis car considérés comme présentant un grand risque de fuite. La fuite de Carlos Ghosn s'était déroulée de manière rocambolesque et au matin du 31 décembre 2019. Le Japon avait découvert avec stupeur la fuite au Liban de son plus célèbre inculpé. Un document des procureurs américains évoque une des fuites les plus effrontées et les mieux orchestrées de l'histoire récente. Le magnat déchu de l'automobile, qui fait l'objet d'une demande d'arrestation d'Interpol, reste hors d'atteinte de la justice japonaise car le Liban n'extrade pas ses ressortissants. La justice libanaise lui a toutefois interdit de quitter le pays. Un tribunal d'Alger, nous sommes en Algérie, a émis 4 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 4 activistes établis à l'étranger, des influenceurs et un dirigeant de mouvement islamiste interdit. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un groupe terroriste. Les personnes visées par le mandat d'arrêt sont Mohamed Larbi Zaitout, un ancien diplomate résidant au Royaume-Uni, Amir Boukor, blogueur connu sous le nom d'Amir DZ, Hichem Aboud, un journaliste, et Mohamed Abdellah. L'ancien diplomate algérien est poursuivi pour gestion et financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, faux et usage de faux et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle, selon un communiqué du parquet. Zaitout, 57 ans, a fondé en 2007 le mouvement islamiste Rachad, bête noire du régime illégal en Algérie. Il en est l'un des principaux dirigeants. Il a été en poste à l'ambassade d'Algérie en Libye en 1991. Puis, en 1995, il s'est exilé à Londres après avoir démissionné du service diplomatique. Rachad regroupe d'anciens militants du Front islamiste du Salut, dissous en mars 1992. Ce mouvement est accusé de chercher à infiltrer et entraîner dans la violence le mouvement pro-démocratie du Irak, né en février 2019, et qui réclame pacifiquement un changement radical de système politique. Le blogueur Amir DZ, 38 ans, le journaliste Hichem Aboud,
65 ans, et Mohamed Abdellah sont eux poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle, précise le communiqué, sans mentionner le nom du groupe incriminé. L'action de la justice algérienne survient au moment où l'Irak mobilise à nouveau des milliers d'Algériens chaque semaine dans les rues contre le régime, tandis que le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des élections législatives le 12 juin prochain. Au Congo-Brazzaville, le dépouillement des bulletins de vote a démarré aussitôt après la fermeture des bureaux de vote. Dans le pays, un vote organisé donc sans Internet rendant du coup la tâche difficile même aux différents observateurs. Le processus de dépouillement a commencé dans les bureaux de vote au Congo après une journée d'élection que le président sortant, Denis Sassou Nguesso, compte emporter dès le premier tour face à 6 rivaux qui redoutent des fraudes. Dans l'ensemble, le scrutin n'a pas connu d'incident majeur et n'a pas massivement mobilisé. Comme en 2016, le vote a été marqué par la coupure d'Internet, compliquant la tâche aux journalistes et même aux observateurs. L'Union africaine en a déployé une vingtaine au lieu de 60 en raison du coronavirus. L'accès à Internet, mais également au SMS, a été coupé dans la nuit du samedi à dimanche en amont du vote. Les autorités congolaises nient en être à l'origine. Le gouvernement a l'habitude d'assumer ses actes. S'il avait décidé d'une coupure, il l'aurait fait à ciel ouvert et n'a aucun commentaire à faire sur d'éventuelles perturbations du réseau, a assuré dimanche soir sur RFI le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala. L'ONG Internet sans frontières, qui a constaté une chute brutale du volume de données échangées sur le réseau congolais à minuit samedi soir, condamne fermement cette coupure. Pour l'ONG, cela porte atteinte non seulement à la transparence du vote, mais aussi la confiance des électeurs dans le processus et ouvre donc la voie à des contestations. L'Église catholique a émis des réserves sur la transparence du scrutin. Ces observateurs électoraux n'ont pas obtenu d'accréditation. Et on reste toujours au Congo où l'opposant Guy Brice Parfait Kolila, qui est le principal rival au président sortant Denis Sassou Nguesso à cette élection, est décédé du Covid-19. Officiellement, il était âgé de 61 ans. C'était lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Il est décédé dans l'avion médical qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé lundi à l'AFP son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans certains nombres de localités, a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de Kolelas à un rassemblement ce lundi. Guy Brice Parfait Kolelas avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Levez-vous comme un seul homme, faites-moi plaisir, je me bats sur mon lit de mort, vous aussi battez-vous pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants, avait-il ajouté, opposant historique. Kolelas, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans au pouvoir. Arrivé deuxième à la présidentielle il y a 5 ans, Kolelas s'était engagé à libérer les 2 candidats de la présidentielle de 2016 condamnés en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, le général Jean-Marie Bokoko et André Okumbi Salissa. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche doivent être annoncés dans le courant de la semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans le pays. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé dans un arrêt l'élection du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, comme le nouveau président de la République, et ce, avec plus de 57% des suffrages exprimés. La Cour constitutionnelle nigérienne a validé et proclamé les résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 21 février dernier. Selon ces résultats, Mohamed Bazoum a obtenu 2 490 049 voix, soit 55,66%. Ayant constaté que Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix,
La Cour l'a par conséquent déclaré élu président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril prochain. Mohamed Bazoum succède ainsi à Mahamadou Issoufou qui est arrivé au terme de ces 2 mandats légaux. Âgé de 61 ans, Mohamed Bazoum devient le 10e chef de l'État du Niger. L'opposant Mahaman Ousmane, qui a selon la Cour constitutionnelle obtenu 1 983 112 voix, soit 44,34%, conteste toujours ces résultats. Il a revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix. Sans plus de précision, la Cour constitutionnelle a dit avoir annulé les résultats de 73 bureaux de vote. Le taux de participation est de 62,91%, des chiffres sensiblement semblables à ceux publiés le 23 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante. Et on reste toujours au Niger pour évoquer la réception de 400 000 doses de vaccins Sinopharm, laboratoire chinois, et des consommables afin de lutter contre la propagation du coronavirus. C'est un don de la Chine selon le ministère nigérien de la Santé. La cargaison de vaccins qui a été réceptionnée à l'aéroport de Niamey comprend 400 000 doses de vaccins Sinopharm, mais également 300 000 textes antigéniques, des masques, des vêtements, des gants et lunettes de protection, des thermomètres infrarouges et des couvre-chaussures selon le ministre. Le ministère compte lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir du 27 mars 2021 à Niamey, avec comme notamment cible prioritaire les autorités politiques, le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les forces de défense et de sécurité. Bien que le Niger soit relativement peu touché par l'épidémie de coronavirus, avec 4 918 cas, dont 185 décès selon un bilan officiel samedi, les autorités avaient pris dès l'apparition des premiers cas en mars 2020 des mesures drastiques pour stopper sa propagation. Fermeture des frontières, état d'urgence, couvre-feu, fermeture des lieux de culte et des écoles, isolement de Niamey du reste du pays. Certaines des mesures ont été progressivement levées, mais les frontières terrestres restent toujours fermées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.